Telimo, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour notre nouvelle émission dédiée à l'immobilier. Parole de notaire reviendra aujourd'hui sur l'achat en lotissement. Et puis on accueillera notre expert, le PDG d'une entreprise de bâtiment spécialisée dans le second œuvre. On parlera d'isolation par l'extérieur. Mais d'abord, je suis ravie de vous accueillir tous les deux. Bruno Rouleau, bonjour. Bonjour Vous Vanessa. êtes courtier immobilier et on parlera avec vous de la renégociation de son crédit. C'est d'actualité. C'est le moment, c'est d'actualité, effectivement. Et François-Xavier Duny, bonjour. Bonjour Vanessa. Est-ce qu'on peut commencer par faire un point sur le marché immobilier? Absolument. Eh bien, je vous apporte aujourd'hui de bonnes nouvelles. Ah, tant mieux. On sent un regain d'optimisme sur ce marché et ce marché immobilier reprend des couleurs. Ça fait du bien, puisque ça fait quand même 3 ans qu'on traverse une période compliquée avec une baisse généralisée des prix, une baisse du nombre de transactions et une année 2014 particulièrement compliquée. Qu'est-ce qui vous permet de dire que le marché reprend un peu des couleurs? Alors, ce qui permet de dire ça, il y a deux points importants. D'abord, un dernier sondage montre que 70% des personnes, des particuliers, pensent que c'est le moment d'acheter. Et ils ont raison, parce que les taux n'ont jamais été aussi bas et qu'il y a une abondance de biens sur le marché. Ensuite, on constate que les banques elles-mêmes, les organismes de crédit, constatent une demande sensible, une augmentation sensible du nombre de crédits, ce qui prouve que les particuliers ont un projet immobilier. Et puis nous, de notre côté, on s'aperçoit que les notaires, eux-mêmes, retrouvent de la confiance. Et c'est la première fois depuis plus de 3 ans, depuis le début de cette crise immobilière, qu'on ressent cette euphorie dans les études. Ça veut dire que les Français ont le moral, reprennent confiance? C'est très lié? C'est lié, parce qu'à partir du moment où les notaires ont le moral, c'est qu'ils trouvent dans les particuliers ce regain de confiance, surtout pour l'acquisition d'un bien immobilier. Mais est-ce que ça veut dire que les prix vont remonter, puisqu'ils baissent depuis 3 ans? Non, c'est pas aussi simple que ça. Je pense plutôt qu'on est parti pour une stabilité des prix pour les quelques mois qui viennent. Les notaires, eux, pensent en tout cas, et ils ont raison, que c'est le moment d'acheter, parce que les acquéreurs qui ont un projet n'ont plus à attendre grand-chose de la baisse des prix. Donc en tout cas, aujourd'hui, je pense que le marché est prêt et un bien à vendre au bon prix se négocie rapidement. Et qu'est-ce qu'ils ont le mieux, du coup, en ce moment? Eh bien, en ce moment, on a plus le sentiment que ce sont des biens sans travaux. Parce que par rapport au budget, les personnes pensent que le budget travaux risque de faire exploser le budget initial. Et puis bien souvent, la plupart des Français, quand ils arrivent, ils aiment bien se poser et pas avoir de temps à consacrer à une rénovation. Alors, merci pour ces infos. Bruno, est-ce que ça veut dire que les taux de crédit vont se stabiliser, vont remonter? Parce que c'est pareil, ils sont très bas et ils baissent depuis un petit moment déjà. Bien sûr, et il y a quelques mois encore, certains disaient que la baisse était déjà derrière nous et qu'il fallait s'attendre à une remontée. Alors il y a des événements qui font qu'on peut continuer à voir cette baisse arriver. On va plutôt être pour la prévision, en l'occurrence sur une stabilité, franchement sur les mois à venir. Il y a eu des effets d'annonce récemment avec la Banque Centrale Européenne qui visaient à rassurer la zone euro en prêtant de nouveau à des conditions exceptionnellement basses aux banques pour qu'elles se sécurisent, qu'elles rationalisent leur bilan et qu'elles puissent de nouveau prêter à l'économie. Donc il y a peu de chances qu'on voit de nouveau de grosses variations, sauf événements politiques ou économiques majeurs, mais en tout état de cause, il y a peu de chances. Et donc on va dans le sens de ce que disait François-Xavier, on va sur un allant et des opportunités à saisir aujourd'hui avec des conditions historiquement basses, puisque depuis 70 ans, on n'a pas eu des taux de prêt aussi bas que ça. Alors c'est peut-être aussi le moment de renégocier son crédit. Si j'ai contracté un crédit il y a quelques années, les taux étaient beaucoup plus élevés. Est-ce qu'on peut renégocier son crédit? Bien sûr. C'est une hypothèse qui est intéressante. Alors après, vous avez plusieurs hypothèses, en tout cas plusieurs stratégies qui peuvent se faire au travers de la renégociation. Vous pouvez avoir une première stratégie qui vise simplement à alléger votre charge de budget. Donc c'est une réduction, on ne touche rien en termes de durée et puis on va simplement profiter de la baisse des taux pour pouvoir alléger la mensualité. Si vous prenez un exemple, on a fait un petit calcul là, pour des prêts à 20 ans qui est une durée moyenne. Quelqu'un qui aurait contracté en avril 2012, qui aurait eu un taux aux alentours de 4,15 sur 20 ans, aujourd'hui peut emprunter aux alentours de 2,10, même pas forcément dans les conditions optimum. Et ça lui fait quand même des économies de l'ordre de 170 € par mois, ce qui, au final, sur la durée du crédit, représente une économie de 33 000. C'est pas rien, bien sûr. C'est pas rien, ça fait une économie justifiée.
la personne peut aussi avoir une autre stratégie, c'est de maintenir son taux d'endettement et donc simplement de raccourcir la durée du prêt final pour pouvoir économiser sur le coût total du crédit. Et sur la même simulation, on s'aperçoit qu'en raccourcissant, on récupère à peu près 44 000 euros. Et enfin, on a une autre possibilité, c'est de se dire finalement, je m'en sors comme ça, je vais garder, je vais juste profiter de cette condition et je me retrouve avec une capacité que je vous ai évoquée de pouvoir réemprunter davantage pour pouvoir faire des travaux d'aménagement, pour pouvoir agrandir une pièce, pour pouvoir améliorer ses qualités énergétiques. Et là, pour le coup, ça dégage une enveloppe de l'ordre de 28 000 euros et qui permet effectivement de faire des travaux intéressants. Donc on a ces différentes stratégies. Ça veut dire qu'effectivement, il faut adopter une stratégie. Comment est-ce qu'on peut la choisir, la stratégie? Comment est-ce qu'on s'y prend pour renégocier son prêt, son crédit? C'est en fonction de ses projets dans tous les cas de figure, donc la situation de ses projets. Et puis après, c'est une rencontre avec le partenaire financier, donc le courtier qui est intéressant pour le client puisque ça lui évite de faire le tour des banques ou bien directement son partenaire bancaire de façon à pouvoir voir derrière quels sont ses propres projets, comme je vous dis, et du coup de panacher. On peut aller sur un tas de choses. Alors sur la clientèle, vous en parliez, on avait effectivement la crise des subprimes avec des taux qui étaient élevés 2010, 2011, voire encore un peu 2012. Aujourd'hui, on a vraiment une clientèle qui est surprenante. C'est celle qui a souscrit après cette période-là et qui, du coup, aujourd'hui, se retrouve encore à pouvoir bénéficier d'un différentiel. Grosso modo, pour aider les auditeurs, c'est dès lors que j'ai 1% et que je suis dans le premier tiers de la vie du prêt, je suis intéressé à pouvoir renégocier en faisant néanmoins attention à certaines conditions puisqu'il y a des risques collatéraux, perte des avantages sociaux sur les allocations logement ou un certain nombre de choses qui peuvent se remettre en cause. Donc il y a tout un tas de paramètres effectivement à prendre en compte. Donc il faut se faire conseiller quand même. Absolument. Alors soit effectivement chez son banquier, mais il faut aller voir différentes banques, soit effectivement chez un courtier qui peut faciliter un petit peu le travail. Exactement. Merci beaucoup, messieurs, pour ces conseils précieux. Tout de suite, je vous propose de nous intéresser à l'isolation par l'extérieur. Reportage tout de suite à Limoges avec une entreprise du bâtiment spécialisée dans le second œuvre. Regardez. Julien est chef de chantier pour une entreprise de rénovation et d'entretien du bâtiment. Il applique la première couche d'un produit d'imperméabilité. Donc là, on applique la première couche d'accrochage. Donc c'est pour bloquer le fond du support. Et donc après, il y aura une couche intermédiaire et une finition. Une peinture plastifiée appliquée après un lavage des murs. Donc le système d'imperméabilité consiste à faire un lavage avec un fongicide algicide qui est un produit minéral qui va décontaminer en fait le support. Ensuite, on passe un fixateur, c'est-à-dire un régulateur de fond qui va bloquer le fond pour recevoir la première couche d'épiderme d'imperméabilité. Et ensuite, on fait une finition avec un système d'imperméabilité qui se passe au rouleau aujourd'hui parce que le support s'y apprête. Et dessus, on met une garantie décennale de bonne tenue et d'antifissuration à venir, n'excédant pas un certain dixième de millimètre suivant le système, la technique qu'on a utilisée. Il existe différents types de ravalement de façade, l'enduit à la chaux ou à la peinture. Il y a trois techniques de ravalement de façade. La première, c'est toutes les techniques qui sont dites peinture, avec des systèmes d'imperméabilité qui sont des résines qui ont des pouvoirs d'élasticité, qui traitent les microfissurations. Ensuite, on a tout ce qui est système enduit chaud, qui consiste à piquer les enduits existants et à refaire un enduit à base de chaux, avec une finition grattée ou talochée ou feutrée. Ce sont les deux grosses techniques en ravalement de façade. Et il y a les techniques toujours en peinture qui peuvent être décoratives, qui sont de l'esthétique mais pas de la technique. Nous, dans l'entreprise, on n'utilise que des systèmes techniques. On peut considérer que dans le ravalement de façade, on peut aussi intégrer ce qu'on appelle l'isolation thermique par l'extérieur, qui consiste à mettre un isolant, qui est une plaque de polystyrène qui est fixée mécaniquement sur le mur. Et ensuite, on met un revêtement du type RPE, revêtement semi-épais plastique par-dessus pour faire une finition crépi, qui donne un aspect crépi sur la maison. L'avantage, c'est qu'on fait une pierre de coups, on isole et on fait un ravalement de la maison, sans toucher à la surface habitable. Différentes techniques qui s'adaptent selon les besoins du bâti. Le système d'imperméabilité, lui, s'applique principalement sur les murs en parpaing ou en briques. Et je suis ravie d'accueillir Denis Bellois. Bonjour, vous êtes le PDG de cette entreprise qu'on a découverte dans le reportage. Bonjour aussi à Stéphanie Zwiklinski, diplômée notaire, qu'on avait déjà eu le plaisir d'accueillir dans cette émission. On parlera dans quelques instants de l'achat dans un lotissement. Mais avec Denis, on va revenir sur cette activité que vous proposez dans votre entreprise. C'est une partie des activités que vous proposez d'ailleurs. L'isolation par l'extérieur. Oui.
Qu'est-ce que c'est exactement l'isolation par l'extérieur? Qu'est-ce que vous proposez? Alors en fait, il faut savoir qu'une maison respire et soit on isole par l'intérieur, soit on n'isole pas du tout. C'est les maisons d'avant les années 60. Et l'isolation par l'extérieur, on vient ramener un isolant sur le mur à l'extérieur de la maison, soit sous forme de polystyrène ou d'autres produits avec des finitions type ravalement ou bardage. Pourquoi c'est important de bien isoler sa maison et par l'extérieur? Alors, Ça concerne qui d'ailleurs aussi? Alors, ça concerne d'abord les maisons qui ne sont pas isolées par l'intérieur. Ouais. Parce que quelquefois, des gens sont déjà isolés et on leur propose une isolation par l'extérieur. Ça, il ne faut pas. L'intérêt de l'isolation par l'extérieur, c'est que vous gardez votre mur comme accumulateur thermique. Donc, quand vous chauffez, votre mur est chaud et ça évite que les calories ou l'énergie s'en aillent à l'extérieur. Et vous protégez aussi la maison l'été de la chaleur, parce que la chaleur ne peut pas rentrer. Donc, vous faites un cocon, en fait, et vous gardez votre énergie. Il faut savoir quand même qu'il faut prendre des entreprises qualifiées RGE, reconnues Grenelle de l'environnement, pour pouvoir bénéficier des déductions fiscales qui sont assez intéressantes aujourd'hui. Ça veut dire effectivement, moi je suis un particulier, je me retourne plutôt vers une entreprise effectivement qui a ce label, c'est-à-dire que je peux avoir des aides financières. Alors, il y a 3 choses. Vous avez droit à la déduction fiscale de 30%, plafonnée à 8 000 € par personne, 16 000 € pour un couple. Vous avez droit à la TVA à 5,5, c'est pas n'importe quoi. C'est pas négligeable, oui. Tout à fait. Et puis après, vous avez droit au prêt à taux zéro et à des aides dans certaines conditions de ressources. Pour ça, il faut voir votre professionnel qui va vous guider. C'est quand même un peu le maquis des aides et puis ça change tous les jours. Oui, donc il faut se faire conseiller. Quels sont les types de bâtiments? On voit qu'il y a pas mal de maisons ou d'immeubles un peu différents sur lesquels vous bossez. On travaille à la fois pour du particulier, des copropriétés qui sont de plus en plus incités à faire ce type de travaux s'ils veulent revendre leur appartement. Et puis, on travaille aussi pour des industriels, mais dans une plus faible mesure. Est-ce qu'on peut avoir une idée du budget nécessaire? Un particulier qui a une maison un peu classique, je ne sais pas moi, 100 mètres carrés, je veux isoler ma maison par l'extérieur parce qu'elle n'a pas été très bien isolée. Oui, alors une maison de 100 mètres carrés, ça va être entre 15 et 20 000 € environ. Alors, il ne faut pas s'occuper que de l'isolation par l'extérieur. Nous, quand on va voir une maison, on fait un audit. Parce que si vous isolez par l'extérieur mais que vous n'êtes pas isolé dans les combles, ça ne sert à rien. 30% de la chaleur passe par le toit. Donc ça, c'est la première chose à faire. Après, on isole les murs. C'est la deuxième chose à faire. Le temps de retour est relativement court. En moins de 15 ans, vous avez économisé votre investissement. Après, on isole la sous-face quand il y en a une. Et après, on change les fenêtres et on s'occupe du renouvellement d'air. On ne fait pas l'inverse. On a vu qu'avec les années passées, il y avait des tas d'aides fiscales. Donc en France, on aime bien la déduction fiscale. Donc on fait des travaux surtout pour ça. En fait, non. La RGE, et ça c'est une très bonne chose, je trouve, parce que moi ça fait 32 ans que je fais ça, on fait un diagnostic et après on présente au client les travaux avec le temps de retour, c'est-à-dire combien il va économiser en combien de temps. Alors pour avoir ce fameux label RGE, qu'est-ce que vous avez dû faire? Alors il y a des formations qui sont des formations de thermiciens et puis après on explique aux gens comment auditer la maison et comment proposer. Et on demande aux professionnels d'ailleurs de se grouper. Quand on va chez vous, on va regarder le renouvellement d'air, le chauffage, l'isolation. Une maison, c'est un ensemble. Donc si on vous fait, c'était un peu l'idée, c'est-à-dire que celui qui vend de la fenêtre, il va dire, bah oui, il faut faire la fenêtre en priorité. Celui qui isole les combles, il va vous dire, il faut faire les combles. Celui qui fait l'isolation par l'extérieur, il vous dit, bah, commencez par l'isolation par l'extérieur. L'idée de la RGE, c'est au contraire de s'intéresser à votre maison, à votre budget, et de vous dire, bah, on va commencer par l'étape numéro 1. Avec une approche globale. Une approche globale et des conseils qui sont des conseils de professionnels, mais ouverts sur la totalité de la maison. Merci beaucoup pour ces informations. On se rend compte que de toute façon, bien isoler sa maison, c'est bon pour le portefeuille à long terme. Voilà, c'est un réel investissement à faire. Il y a 2 choses. On est passé sur la maison neuve à ce qu'on appelle la RT 2012. Une maison doit consommer moins de 50 kWh/m². 2020, c'est demain, c'est dans 5 ans. On devra être à des maisons neuves passives. Dans le même temps, tout l'habitat ancien consomme énormément, entre 150 et 250 ou 300 kWh/m². C'est-à-dire que les gens ont des factures énormes. On parlait tout à l'heure de vendre des maisons. Une maison qui est très mal classée va se vendre avec beaucoup de difficultés. Et puis pendant toutes les années où vous l'occupez, vous payez des notes de gaz ou d'électricité ou de fioul qui sont élevées. Donc la bonne idée, c'est de faire ces travaux aujourd'hui. Quand vous vendez votre maison, vous la vendrez beaucoup mieux, et c'est important, aujourd'hui les gens savent quand ils louent,
quand ils achètent qu'il y a un classement énergétique, comme sur un frigo d'ailleurs. Et ce n'est pas Stéphanie qui va nous contredire, n'est-ce pas Stéphanie? C'est important, fait. effectivement, Ouais. vous qui êtes diplômée notaire, vous connaissez ces problématiques-là. Alors, on va parler avec vous plus de lotissement aujourd'hui. Acheter, et vous allez nous donner des conseils pour peut-être bien acheter dans un lotissement, mais avant cela, est-ce qu'on peut déjà définir ce qu'est un lotissement? Alors, qu'est-ce qu'un lotissement? Oui, c'est toute la question. Soit quand vous décidez d'acheter un terrain à bâtir, soit vous l'achetez en secteur diffus, c'est-à-dire vous achetez un terrain isolé, ou alors vous vous retrouvez en lotissement. Donc la personne qui... en fait, on se retrouve très très vite maintenant avec la casquette de lotisseur, puisque quelqu'un qui fait un détachement en vue de construire est lotisseur. Donc c'est très large finalement. Voilà, c'est très très large. Donc vous vous retrouvez en lotissement dès le premier détachement en vue de construire, mais également lorsque vous vendez un deuxième lot sans équipement commun. Donc la personne qui va vendre son terrain aura deux possibilités. Soit elle demandera en mairie un permis d'aménager, ou alors une déclaration préalable. Donc ce sont les deux documents qui permettent de réaliser un lotissement. Donc la déclaration préalable, c'est lorsque vous divisez et que vous faites des lots sans équipement commun, c'est-à-dire sans une voie qui peut desservir les différents lots, ou alors s'il n'y a pas d'espace vert commun. Donc là, c'est une déclaration préalable. En revanche, s'il n'y a pas cette desserte commune ou ces éléments d'équipement commun, là, il s'agit d'un permis d'aménager. Donc, je vous conseille d'aller chez votre notaire qui pourra vous aiguiller et vous dire quels sont les documents à demander en mairie pour pouvoir réaliser votre lotissement, parce que maintenant, dès le premier détachement, vous êtes lotisseur. On est lotisseur. Alors, Voilà. si moi j'achète, si j'ai envie d'acheter un terrain en lotissement, quels sont les avantages? Alors oui, effectivement, c'est vrai que comme ça, on peut se dire acheter en lotissement, c'est pas très... Si justement, Ça ne fait pas toujours rêver d'ailleurs. Ça fait pas rêver, effectivement, mais il y a quand même des avantages. Et vous avez une sécurité, une tranquillité juridique quand vous achetez en lotissement, puisque le lot que vous achetez, le terrain bâtir que vous achetez, est constructible. La personne qui va vous le vendre aura demandé à la mairie préalablement un certificat d'urbanisme préopérationnel qui indiquera la constructibilité du terrain et tous les éléments d'urbanisme qui y sont applicables. Donc vous achetez un terrain qui est constructible. Seconde chose, vous achetez un terrain qui est viabilisé. Alors ça, c'est important puisque donc il sera desservi en eau potable, en électricité, en gaz, etc. Et donc, quand vous allez construire votre maison, vous n'aurez plus qu'à vous raccorder donc, sur les réseaux déjà existants. Donc, ça vous fera un coût qui sera moins important que si vous achetez un terrain isolé. Du coup, ça veut dire aussi que quand j'achète, au moment d'acheter, il faut quand même consulter un certain nombre de documents. Pour être sûr de Exactement. tout ça. Et la troisième chose, c'est que le terrain doit aussi être borné, puisque lorsqu'on achète un terrain seul, il n'y a pas d'obligation de bornage, alors qu'en lotissement, là, c'est encore le dernier avantage. Le terrain est borné, c'est-à-dire que préalablement, vous aurez fait venir un géomètre qui va procéder à la division parcellaire et va poser des bornes sur le terrain. Donc là, vous n'aurez pas de problème avec vos voisins et vous aurez une sécurité juridique. On ne pourra pas contester les limites de votre propriété. Et ça, c'est très, Ça, très c'est important. très important. Et pour être bien sûr d'avoir tous les documents nécessaires, il faut aller chez son notaire. Voilà, on peut conclure là-dessus. Voilà, Stéphanie. il faut aller chez son notaire et donc là, vous pourrez... donc quand vous achetez en lotissement, vous aurez différents documents. Donc le cahier des charges du lotissement qui est un document précontractuel qui va vous indiquer la hauteur des plantations, de la clôture, etc. Le règlement du lotissement qui, lui, va poser toutes les normes d'urbanisme, c'est-à-dire comment implanter votre maison, la couleur des tuiles, du crépi. Voilà, donc ce sont ces documents que vous devrez respecter à la lettre et non pas le plan local d'urbanisme qui, lui, s'appliquera seulement au bout de 10 années, car au bout de 10 années, ces documents sont caducs. Intéressant à savoir. Donc, lorsque vous achetez, construire une maison individuelle, ce n'est pas un acte anodin. Donc, je vous conseille encore une fois d'aller chez votre notaire. Vous pourrez avec lui regarder les différents documents, voir si ça vous convient pour l'avenir. Et puis, il vous indiquera tout ce qui est nécessaire pour bien acquérir et bien construire votre maison, pour être tranquille. Merci beaucoup Stéphanie pour vous ces en prie. conseils. Merci également à vous Denis. Vous pouvez bien sûr voir et revoir cette émission sur notre site telim.tv et puis avoir plein d'infos si le secteur de l'immobilier vous intéresse, bien sûr sur le site imonote.com. Merci à tous et à bientôt. beaucoup. Ciao.